Iran, Israël, Israël, Iran, est-ce qu'on part sur une guerre courte, une guerre éclair? Est-ce qu'on part sur une guerre plus longue? Les avis sont divergents, mesdames, messieurs. Autour de la table, Edouard Kuckerman, vous serez le premier à avoir le micro sur le sujet, ancien porte-parole de l'armée israélienne. Ronald Hatto, qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Samantha de Bendern, le colonel Jean-Luc Lefebvre. Et Mona Jaffarian. Merci d'être avec nous. Je voudrais sans plus attendre vous faire écouter l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Il était hier sur LCI, sur cette durée de la guerre entre Israël et l'Iran. Voici ce qu'il dit. C'est une opération qui a pour but de détruire les capacités nucléaires iraniennes et ça se fera en un petit nombre de semaines. Ce n'est pas l'ampleur de l'opération qu'il y avait avec le Liban, bien sûr, pas du tout, ça ne ressemble pas du tout à ce qui se passe avec Gaza. C'est une opération qui ne va pas se terminer en 2-3 jours. Mais le but est qu'elle soit le plus court possible et qu'elle touche seulement les systèmes nucléaires iraniens. Bien sûr, ça dépendra de la réaction des attaques iraniennes. Alors vous vous dites, Éric Brunet va me passer le micro maintenant, ça va être assez confortable pour moi, vous allez dire à peu près la même chose que l'ambassadeur, mais il y a un piège, c'est que Benyamin Netanyahou s'est exprimé et il ne dit pas tout à fait la même chose. J'aimerais que vous l'écoutiez, écoutez le Premier ministre israélien sur l'ampleur et la durée que pourrait prendre ce conflit entre Israël et l'Iran. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Non, ça c'est capital, parce que la stratégie de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, elle est simple, c'est nous ne partirons de Gaza, nous n'arrêterons cette guerre que lorsque le Hamas sera éradiqué. On a tous bien compris, ça dure depuis le lendemain du 7 octobre. Très bien. Si c'est la même stratégie avec l'Iran, nous arrêterons de frapper l'Iran le jour où il n'y aura plus de danger d'enrichissement d'uranium, de voir des armes nucléaires sortir des entrepôts iraniens, ça veut dire que cette guerre peut durer très, très longtemps. Edouard Kuckerman. D'abord, je voudrais rectifier la façon dont vous décrivez ce qui se passe à Gaza. L'objectif, c'est la libération des otages. On a encore 55 otages à Gaza et je pense que tous les soldats qui agissent aujourd'hui à Gaza ont ça dans l'esprit. J'ai 2 de mes fils qui sont actuellement à Gaza. C'est ce qui vient à l'esprit de toute la population israélienne quand on agit à Gaza. Mais effectivement, il y a plusieurs buts de guerre. Il y a la libération des otages. Tout à fait. Il y a l'éradiction du Hamas. Maintenant, il y a des avis différents en Israël sur la méthode, sur les objectifs, mais il y a une chose qui rassemble les Israéliens, c'est la libération des otages. Il y a par contre, s'il y a des avis divergents sur la façon d'approcher le conflit avec le Hamas, il n'y a pas de désaccord en Israël sur la nécessité qu'il y a de détruire l'infrastructure nucléaire qui représente un risque existentiel pour la population israélienne. Il y a, par ailleurs, nous, la guerre... Non mais vous avez compris, vous qui êtes porte-parole, ancien porte-parole de l'armée israélienne, oui. Vous êtes au courant des enjeux certainement mieux que moi. C'est sur le plan tactique, stratégique, purement militaire, c'est une complexité terrible, parce que les Iraniens, depuis des années et des années, pensent leurs installations nucléaires comme des installations qui peuvent être attaquées par l'aviation israélienne, et par conséquent, on les enfouit. J'ai donné tout à l'heure le chiffre de 800 mètres sous terre. C'est un article paru dans le Courrier international qui parlait d'installation 800 mètres sous terre, et vous m'avez dit pendant la pub, non, c'est pas 800 mètres, c'est 80 mètres. J'ignore les choses, mais en tout cas, les choses ont été pensées par l'Iran pour que les installations ne soient pas attaquables, vulnérables. Oui, d'abord, on n'a pas l'intention de tout détruire. On doit détruire des éléments majeurs qui vont affecter de manière conséquente le programme nucléaire iranien. Donc, Bibi Netanyahu a parlé le nombre de jours qui sera nécessaire. L'ambassadeur parlait des semaines qui seront nécessaires. Mais en tout cas, notre objectif, c'est pas
ni de changer de régime en Iran. Ça, c'est un sujet qui est interne au peuple iranien. Je souhaite que la majeure partie des Iraniens puissent défendre leurs intérêts. Par contre, pour Israël, c'est de savoir qu'il n'y a plus de risque existentiel. Je veux vous rappeler qu'il y a une place qui a été créée à Téhéran, où il y avait un compte à rebours et qui comptait les jours jusqu'à l'extermination de l'État d'Israël. Donc nous, on n'a pas le choix, on agit. Je pense qu'effectivement, ça va prendre quelques semaines pour atteindre cet objectif. Cela dit, ça dépend évidemment de la réaction des mollahs, puisqu'ils peuvent très bien élargir le conflit. On a entendu qu'ils ont annoncé des attaques possibles contre les bases américaines. Évidemment, pour nous, agir seul, c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, on défend les valeurs les valeurs occidentales seules, et on aimerait bien avoir plus de support dans la région. Mais si Israël doit faire le travail tout seul, ça va prendre plus de temps. Alors, on va aller en Israël, justement, où nous retrouvons notre correspondant Nicolas Rouget, avec plusieurs questions. Nicolas, d'abord la société israélienne qui semble avoir été particulièrement touchée par cette attaque-là, et puis l'idée qu'on repart sur une nouvelle guerre, une autre guerre, un autre conflit qui était là, qui était présent, qui était sous-jacent, mais cette fois, il devient une réalité, hein, Nicolas. Oui, tout à fait. Alors, c'est un autre ordre des choses, hein, pour les Israéliens par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé sur les autres fronts, évidemment. L'idée d'avoir une guerre ouverte avec l'Iran, évidemment, cela pose de beaucoup plus grands risques. On l'a vu avec les frappes qu'on le voit maintenant à l'image, avec les frappes qui sont tombées dedans, qui ont réussi à transpercer le bouclier anti-aérien israélien. La nuit dernière, c'est vrai que c'est quelque chose, il y a un vrai risque pour la population israélienne. On le voit, ce sont des frappes qui peuvent tomber sur des zones civiles et qui peuvent altérer le quotidien des Israéliens. Et puis, évidemment, c'est ça dont les Israéliens ont aussi peur en particulier. Les Israéliens sont exténués d'un certain côté par ces mois de guerre, même si il n'y a pas eu évidemment le même ordre de victimes civiles qu'à Gaza. Mais évidemment, quand il y a des alertes aériennes qui sonnent à 3 heures du matin, ça veut dire réveiller les enfants, avoir à vivre avec ce genre de rythme de vie, ça coûte très très cher à la société israélienne. Il y a un coût à cette guerre, et donc évidemment de savoir si est-ce que le gouvernement peut continuer à mener cette guerre de la manière totale, hein, qu'il garantit, avec des propos très très belliqueux de la part des ministres du gouvernement Netanyahou, sans avoir à payer ce coût énorme qui aura évidemment des conséquences politiques pour le gouvernement. Pour l'instant, je pense que très clairement, la population israélienne reste soudée derrière cet effort de guerre avec l'Iran. C'est un petit peu cette idée de couper la tête du serpent qui a été répétée par tous les leaders israéliens depuis des mois maintenant. C'est-à-dire que la guerre, en fait, avait toujours été contre l'Iran, et donc on va la porter sur le territoire iranien parce qu'on n'a pas vraiment le choix. La plupart des Israéliens semblent être soudés derrière cet objectif, mais on verra exactement comment est-ce qu'ils peuvent appréhender un futur dans lequel ils peuvent se représenter cette destruction comme on le voit maintenant, de manière plutôt quotidienne, plutôt qu'un conflit qu'ils avaient d'un certain côté avec lequel ils avaient appris à vivre. Ça, c'est très clairement invivable ce qu'on voit maintenant. Merci beaucoup Nicolas Rouget pour cette ambiance un petit peu de ce qui se passe en Israël, la société israélienne, alors que des attaques sont toujours en cours, me dit-on. Une information là qui vient d'être donnée par Tsahal, par l'armée israélienne, le bilan des chefs d'état-major, officiers supérieurs iraniens tués par ces attaques est de 20 désormais, de 20. Donc 20 officiers supérieurs israéliens dans la sphère nucléaire, on peut dire dans la sphère nucléaire, ou des gardiens de la révolution, mais qui ont des postes stratégiques très importants dans l'armée iranienne, qui, selon Tsahal, ont été éliminés dans cette opération. 20, ce qui était un chiffre beaucoup plus bas en début de matinée, on parlait de 9, là donc le bilan s'est alourdi. Ce que je voulais dire, pour revenir à ce qui se passe, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une guerre à distance. C'est pas une guerre... Israël, habituellement, se battait avec des blindés contre les Égyptiens, les Syriens, les Libanais. Là, c'est une guerre qui se fait à longue distance. Je ne crois pas que les Israéliens soient dupes qu'ils seront capables d'éliminer complètement le programme nucléaire iranien. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils font régulièrement ailleurs, à Gaza. Tout ça, c'est ce que les Israéliens eux-mêmes appellent tondre le gazon. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils
reporte un peu plus tard la capacité des Iraniens à réellement enrichir l'uranium. Aujourd'hui, ces installations dans lesquelles on bâtit les armes militaires, nucléaires iraniennes, elles sont atteignables ou pas avec les bombes dont dispose Israël? Une bonne question. Je pense qu'Israël préférerait avoir des B-2 capables de larguer la Moab, la Mother of All Bombs, celle qui peut pénétrer. Ou il y avait un autre truc de pénétration profonde. Mais les Israéliens n'ont pas les avions capables de transporter une bombe avec une telle charge. Les F-35, même les F-15, qui sont très performants, n'ont pas la capacité de transporter ces grosses bombes qui sont des bunker busters, qui peuvent pénétrer très profondément. Mais je pense qu'ils doivent avoir des bombes qui sont capables de faire énormément de dégâts. Attendez. Donc vous êtes en train de me dire que aujourd'hui, Benjamin Netanyahou dit on ira jusqu'au bout pour toucher au cœur le dispositif nucléaire iranien, mais en même temps, vous me dites ils n'ont pas la capacité stratégique de le toucher au cœur, finalement, de toucher les installations souterraines. Depuis la venue de Trump au gouvernement, il y a quand même une aide majeure qui a été offerte à l'armée israélienne, qui n'était pas précédemment offerte par le régime sous le leadership de Biden. Et notamment, je ne pense pas que ça va être juste tondre le gazon. Je pense que, par exemple, une centrale, une base nucléaire comme celle de Natanz, c'est une base dans la mesure où on arrive vraiment à la neutraliser, on sera dans une situation où 20 années d'investissement et à peu près 20 milliards de dollars investis sur cette centrale vont disparaître. Et ça, je pense que on peut difficilement reconstruire ce genre d'infrastructure sur une période courte, et je ne suis pas sûr que dans l'état actuel des finances iraniennes, on puisse aujourd'hui renouveler toute cette infrastructure qui est nécessaire. Malgré l'attaque de 2010, qui était une cyberattaque qui avait vraiment ralenti le processus d'enrichissement d'uranium à Natanz. Oui, donc il y a... Non, mais par rapport aux Américains, les informations que j'ai, c'est qu'en effet, les Américains ont donné beaucoup d'aide à l'Israël, que Israël utilisera lui-même ou elle-même. Je ne sais pas si Israël est au masculin ou au féminin. Je sais pas. Mais par contre, en termes d'implication potentielle des États-Unis dans la région, ils ont... depuis le mois de mai, ils ont rapatrié 2 porte-avions qui étaient dans la région. Ils ont les B-2, donc ces avions qui portaient des bombes, qui seraient capables justement d'être les bunker busters, donc ces bombes qui vont en profondeur, ont été remplacées par des B-52 plus vieux à Diego Garcia dans l'océan Indien. Donc c'est vraiment un retrait de toute la région, même élargie, pour se concentrer sur l'Indo-Pacifique. Alors que, petite différence, aujourd'hui, j'ai appris que le porte-avions Nimitz, qui était en route pour le Vietnam, est en train de se rediriger vers la région du Golfe. Donc, peut-être qu'il y a aussi eu un changement d'avis. Le problème avec l'administration Trump, c'est qu'on a vraiment l'impression encore qu'il y a un peu de chaos sur le côté de la politique étrangère. Trump voulait absolument avoir un accord sur le nucléaire iranien. Et je pense que Trump aujourd'hui est en colère. Les amis, j'aimerais qu'on revienne sur cette information. Il y a donc aujourd'hui, en ce moment même, encore des attaques menées par Israël à cette minute où nous parlons sur l'Iran. Ça veut dire qu'il continue peut-être avec un effet de volume moins impressionnant que dans la nuit de jeudi à vendredi, mais on continue sporadiquement aujourd'hui, allez savoir demain, après-demain, à mener des attaques, c'est ça? C'est-à-dire que... Avec impunité, ce qui est intéressant. Ça veut dire que là, on rentre dans un schéma de guerre. C'est-à-dire depuis la nuit de jeudi à vendredi, on continue à bombarder le sol iranien. Ça n'est pas rien comme information. Je vous laisse la parole dans 2 secondes, mais ce qu'on voyait tout à l'heure sur une des petites bandes défilantes, c'est qu'Israël proclame qu'ils ont du nord-ouest jusqu'à Téhéran, ils ont fait le nettoyage en termes de défense aérienne iranienne. Ils ont la liberté d'action aérienne dans cette partie-là c'est quand même impressionnant, qu'ils aient été capables de neutraliser les défenses aériennes. Les premières attaques ont ciblé quand même des personnes spécifiques parce que c'était l'effet de surprise, mais surtout on a éliminé des infrastructures antiaériennes importantes. Aujourd'hui, le déploiement des missiles qui vont permettre
détruire l'infrastructure peut se faire sur la durée. Il n'y a pas de surprise là-dessus. 20 commandants iraniens neutralisés dans le langage militaire de l'armée israélienne. C'était aussi un début de guerre, de toucher l'armée on a vu par exemple iranienne. Contre le Hezbollah, ça a été très efficace. On a vu également, dans une moindre mesure, mais contre le Hamas. Donc, on n'a pas l'intention de cibler la population civile. C'est vrai qu'il y a une concentration du leadership et très peu de confiance entre les différents leaders qui sont sur place. Donc, à partir du moment où vous éliminez les commandants de chacun des corps d'armée importants, et y compris les personnes en charge du programme nucléaire, je pense que ça permet de faire bouger les choses. Moi, j'insiste bien quand même sur une donnée, parce que on a déjà vu par le passé, notamment en 2024, attaque israélienne, réponse iranienne. Là, il y a quand même 2-3 éléments qui nous permettent de sortir de ce schéma-là, de dire qu'on n'est pas tout à fait dans ce schéma-là. Un, le fait qu'en ce moment même, il y a des attaques israéliennes sur le sol iranien, qui ne sont peut-être pas de la même ampleur de celles de la nuit de jeudi à vendredi, mais je le répète, qui ont lieu en ce moment même. Et puis ces mots, regardez Israël Katz, ministre israélien de la guerre, regardez, ça n'est pas anodin, regardez ce qu'il a déclaré. La dictature iranienne, le dictateur iranien transforme les citoyens iraniens en otages et crée une réalité dans laquelle eux, en particulier les habitants de Téhéran, paieront un lourd tribut pour l'attaque criminelle contre les civils israéliens. La suite, vous allez la découvrir tout de suite. Si Khamenei continue de tirer des missiles sur le front intérieur israélien, Téhéran brûlera. Téhéran brûlera, c'est ce que dit le ministre de la Défense israélien. Je sais pas, je trouve que c'est une mauvaise idée de s'en prendre, de faire la même chose, c'est-à-dire donnant. Les Iraniens bombardent nos villes, on fera la même chose à Téhéran. Si le but des Israéliens est justement d'affaiblir le régime, il ne faudrait pas s'en prendre, je pense, à la population civile. Ça, Mona Jafarian, j'aimerais vous entendre, et je vous aurai le micro dans un instant. Mona Jafarian. Décidément, je ne pourrais pas en placer. Pardon. Je suis assez d'accord avec vous, d'autant que cette déclaration ruine un peu tous les efforts de Netanyahou à côté, qui s'adresse directement au peuple iranien, qui redit sans cesse, vous n'êtes pas notre cible. Après, je pense qu'ils sont aussi dans une logique de provocation réciproque, mais il faut faire attention aux mots qui sont employés, parce qu'effectivement, les Iraniens sont le premier ennemi, et le peuple iranien de la République islamique. Ce n'est pas un peuple qui est hostile à Israël, donc c'est vrai que déclarer on brûlera Téhéran et on brûlera les Iraniens, c'est pas forcément le meilleur moyen de communiquer, d'autant que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle beaucoup du nucléaire, mais quand on regarde les frappes ciblées qui ont été menées jusqu'à maintenant, moi j'ai pas l'impression que ce soit surtout le nucléaire qui soit visé. Ils sont en train de décapiter tout le commandement en charge des proxys terroristes, du blanchiment d'argent, des transactions illégales, de la vente de pétrole. Donc en fait, Israël est carrément en train de, quand on dit couper la tête de la pieuvre, on est littéralement en train de paralyser totalement ce régime. Donc il y a effectivement le nucléaire qui est une menace existentielle, mais moi je le dis tout le temps, le 7 octobre, ils n'ont pas eu besoin du nucléaire. Pour mener des tentatives d'attentats sur le sol européen, ils n'ont pas besoin du nucléaire. Donc je pense qu'en fait, Israël est vraiment en train de décapiter cette pieuvre qui est Khamenei, mais là, pour le moment, elle le fait avec quand même un état d'esprit du peuple iranien qui est de dire on va forcément payer un tribut des actions de Khamenei qui nous ont menés là, mais on voit tous les jours les hauts dignitaires mourir. Mais ce genre de déclaration peut effectivement enflammer la société civile iranienne en disant vous ne pouvez pas vous en prendre à nous. Que pensent les Iraniens d'Israël ? Eh bien, écoutez, on est un peu considéré comme un peuple ovni dans la région, puisqu'on est peut-être le seul peuple qui n'est pas hostile aux Israéliens dans la grande majorité de la population, voire même plus, puisque après les attaques du 7 octobre, il y a eu énormément de messages de soutien au sein de la diaspora, mais également à l'intérieur du pays, envers le peuple israélien. Et je trouve que sur ces 2 années depuis le 7 octobre, les relations se sont grandement renforcées. D'ailleurs, petite anecdote, vous voyez, quand l'attaque a été lancée sur Téhéran en pleine nuit, je ne dormais pas, donc j'ai vu l'attaque en direct. Eh bien, à peine quelques heures après, les premiers messages que j'ai reçus de soutien sont des amis qui étaient en Israël dans les bunkers, mais qui pensaient
a envoyé des messages en disant on est ensemble, ce régime est notre ennemi, tu sais très bien l'amour que le peuple israélien a pour le peuple iranien. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est très compliquée pour nous tous finalement, de nous retrouver face à face. Il y a toujours un député juif iranien au Parlement iranien. Je sais qu'il y en avait jadis. Oui. Je ne sais pas s'il y en a toujours un aujourd'hui. Oui, alors après Israël, la plus grosse communauté juive du Proche et du Moyen-Orient se trouve aujourd'hui en Iran, bien que les 3/4 des juifs, comme beaucoup d'Iraniens aussi, ont dû fuir l'Iran. Par contre, attention, parce que le régime utilise toujours ça comme caution pour dire on n'est pas antisémite. La réalité, c'est que c'est un régime qui est négationniste, qui est profondément antisémite, et un exemple flagrant. Mais il y a toujours un député juif, même s'il est instrumentalisé. Oui, mais vous voyez, le grand rabbin de Téhéran, par exemple, au lendemain du 7 octobre, a dit signer une déclaration pour dire je salue l'attaque du Hamas au lendemain du 7 octobre, pour pas qu'on s'en prenne à ses fidèles. Donc, alors j'ignorais, il y a un grand rabbin à Téhéran. Il y a un grand rabbin à Téhéran. Il faut faire attention à la propagande du régime qui se sert de ça, alors que dans la réalité des faits, c'est que les juifs, comme toutes les minorités d'ailleurs, que ce soit les Baha'i, les Zoroastriens, sont particulièrement persécutés en Iran. C'est très bien raconté dans la série Téhéran, où on voit des juifs iraniens qui ont été un peu contraints de renoncer à leur judaïsme ces dernières années. Vous souhaitiez intervenir, mon colonel? Regardez, vous avez le micro. Eh bien, écoutez, je vous remercie de me donner la parole. Gardez-le, parce que jusque maintenant, on a développé des problématiques de communication, tactique et opérative dans le sens militaire. Opérative, c'est mener une bataille sur un large théâtre d'opération. Si vous permettez, moi je voudrais élever le débat au niveau stratégique. Ah bah élevez-le. Vous trouviez un peu bas de front, un peu. Alors, Israël déclare que le nucléaire iranien est un risque existentiel pour la population d'Israël. Vous l'avez répété. Pas seulement. Bon. J'en déduis donc que les autorités de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou et les hautes autorités militaires, ne croient pas en la dissuasion nucléaire. Puisque Israël est un État nucléaire, il est censé être protégé par la dissuasion nucléaire. Le fait qu'un autre État de la région devienne un État nucléaire ne devrait pas inquiéter Israël, puisque Israël est un État nucléaire. Or, Israël craint que l'Iran devienne un État nucléaire, donc... Il ne croit pas à la dissuasion nucléaire. Il ne croit pas en la dissuasion nucléaire. Justement. Et ça a des répercussions pour toute la communauté internationale. Alors, mesdames, messieurs, nous ouvrons maintenant le chapitre, à mon avis, le plus passionnant de cette émission. Est-ce que le vrai dessein aujourd'hui des Israéliens n'est pas, au-delà de l'argustie nucléaire, de mettre un terme au régime des mollahs? Est-ce que les Israéliens ne sont pas en train de se dire aujourd'hui, nous jouons l'avenir de l'Iran, voilà, et la démocratisation iranienne? Est-ce que c'est la carte que sont en train de jouer les Israéliens? À tout de suite.